Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour la seconde partie de cette conférence de présentation de la philosophie politique de Thomas Hobbes, philosophe britannique du XVIIe siècle. Alors pour résumer, pour ceux d'entre vous qui peut-être n'auraient pas assisté à la première présentation, mais que vous pourrez retrouver en vidéo sur ma chaîne, nous avons parlé dans un premier temps finalement un petit peu du contexte, peut-être pas d'élaboration de la pensée de Hobbes, mais en tout cas de la façon dont il avait construit une réflexion philosophique en opposition aux catégories de la pensée traditionnelle, et notamment de la pensée de la philosophie chrétienne, religieuse, voilà, qui avait marqué les siècles du Moyen Âge. Dans une partie de la brochure que vous retrouverez à la fin, on avait utilisé cette magnifique infographie ou schéma fabriqué par Sarah sur le spectre un petit peu des doctrines politiques de la droite, et dans la partie basse de l'image, j'avais marqué un certain nombre de types d'auteurs ou de pensées politiques un peu traditionnelles, voilà, qui avaient marqué les siècles précédents, et on avait expliqué dans quelle mesure Hobbes, qui est confronté aux résultats de l'évolution scientifique de l'Europe au XVIIe siècle, et notamment aux révolutions en physique et en astronomie, eh bien, il est amené à modifier la manière de réfléchir aux enjeux politiques sous l'influence de cette nouvelle vision du monde, beaucoup plus déterministe, mécanique, avec une physique mathématisée, qui va être la physique de Galilée, de Newton, etc., qui va donner à l'Angleterre la maîtrise des mers et plus encore. Donc c'est tout ce nouveau champ intellectuel qui commence à s'ouvrir et qui l'amène à penser différemment les questions politiques dans une perspective beaucoup plus naturaliste, beaucoup plus matérialiste jusqu'à un certain point. Voilà. Il va prendre l'homme comme un être naturel et essayer de réfléchir à sa condition et à la manière de l'organiser sur des bases qui se veulent dénuées de postulats spirituels ou religieux. Donc on avait expliqué les bases un petit peu de sa pensée politique. Il s'agissait de mettre fin aux guerres civiles en poussant les individus à adopter un comportement rationnel, un comportement qui permettra de canaliser leur égoïsme fondamental vers des comportements pacifiques, en les persuadant sous l'influence de la peur de la mort qui les attend dans leur situation initiale où ils ne suivent que leur propre désir effréné, qui est la situation semi-fictive de l'état de nature, eh bien, à passer un pacte, un contrat social qui va les sortir de cette situation initiale d'égoïsme effréné et de guerre de tous contre tous, pour instituer un pouvoir qui va maintenir un ordre et tenir en laisse les appétits et les violences des uns et des autres. Ça va être donc la constitution d'une réalité artificielle qui va rendre possible les humaines qui ne seraient pas possibles sous les conditions de la nature seule. Ça va être la création donc de l'État. On venait de finir sur les buts ou les objectifs un petit peu de l'État tel que le pense Hobbes. Donc je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit la dernière fois car j'ai encore beaucoup de points à développer pour finir d'expliquer sa pensée, puis essayer de la classer ou de la situer par rapport à d'autres doctrines politiques. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et dans la conclusion de la dernière partie de mon exposé, j'essaierai de vous convaincre, en tout cas vous proposer une interprétation de Hobbes comme développant une certaine forme de pensée de droite moderne et originale, voilà, assez unique en son genre. Mais avant de préciser cette doctrine politique de Hobbes par rapport à d'autres types de pensée politique, je voulais terminer dans un petit point numéro 9 sur les conditions de la paix civile. Finalement, qu'est-ce qui va vraiment rendre possible cette pacification des comportements et cette fondation de l'État absolutiste tel que le pense Hobbes. Alors la première condition, c'est qu'il faut que les individus soient dans un état où ils soient vraiment dominés par cette passion, qui est une passion très forte, mais qui semble-t-il pourrait être encore pas suffisante si d'autres éléments venaient la contrecarrer. C'est un peu une physique des passions, Hobbes, comme il y a une physique des corps naturels. Donc il faut, pour que le contrat social soit signé et que les individus acceptent l'état absolu qui va les protéger, il faut qu'ils soient dominés par la crainte de la mort violente. Bon, c'est pas trop dur parce que Hobbes nous dit que c'est une passion vraiment très très forte de l'individu, il cherche à se conserver, à survivre. Donc c'est une bonne base pour arriver à cet état de pacification qu'il recherche. Hobbes, c'est vraiment quelqu'un qui se dit mon but c'est d'arrêter les guerres qui secouent l'Angleterre à répétition, il faut donc prendre les hommes tels qu'ils sont et travailler leur passion pour atteindre un résultat. Il a une philosophie qui a un but tout à fait pratique. C'est une philosophie de la transformation de l'ordre social. Donc il faut qu'il soit dominé par la crainte de la mort violente. Et deuxième condition,
il faut qu'il soit suffisamment intelligent, et c'est là où il y a un côté où il admet que les individus ont une certaine raison quand même, il faut qu'ils soient suffisamment intelligents pour saisir que le meilleur moyen d'éviter la mort et de satisfaire leur propre intérêt, donc notamment leur désir de conservation, mais aussi d'autres avantages qu'ils pourraient tirer, eh bien c'est l'obéissance passive à un pouvoir unique et absolu. Donc l'homme que présuppose la théorie politique de Hobbes, il doit être capable d'avoir comme passion dominante la peur de la mort, et il doit être capable d'avoir une certaine rationalité pour comprendre comment l'éviter. Ou en tout cas, il faudrait qu'il y ait suffisamment d'individus qui puissent avoir ces dispositions de base pour que il y ait un État qui tienne, quoi, qui ait assez de force pour s'imposer aux éventuels individus qui sortiraient du modèle, qui n'auraient pas ces dispositions. Mais Hobbes, il est assez égalitaire dans son anthropologie, donc pour lui, tous les hommes sont capables de comprendre que voilà, la peur de la mort est une peur très très forte et qu'il vaudrait mieux l'éviter, et ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que ils peuvent l'éviter en fondant ce pouvoir absolu. Alors je fais quelques remarques sur ces deux conditions fondamentales de la théorie politique de Hobbes. La première condition, donc des hommes dominés par la peur de la mort violente, elle nous dit quelque chose de la vision de l'homme chez Hobbes, puisque toute doctrine politique s'enracine dans une certaine philosophie, et notamment une certaine philosophie de la nature humaine, ou une théorie de ce que c'est que l'homme. On peut dire que Hobbes est un penseur pessimiste. C'est très flagrant dans ses thèmes, dans son vocabulaire, dans son dédain. Quand on lit un peu les textes, quand on voit le ton sur lequel il les dit, il y a quelque chose d'un peu à la fois malicieux, mais en même temps assez noir. Sans doute parce qu'il a conscience que les dogmes ou les thèses de sa philosophie sont en contradiction avec la pensée chrétienne, et qu'elles sont d'un certain côté plus sombres que certaines variantes de pensée chrétienne. Donc c'est une théorie qui s'appuie sur une conception pessimiste de la nature humaine, comme ça a souvent été dit dans sa philosophie. Une nature qui est avide, criminelle, violente, donc il reprend une formule bien connue, enfin qui est devenue bien connue parce qu'il la reprend, mais d'un écrivain romain qui s'appelle Plaute, qui nous dit que l'homme est un loup pour l'homme. Donc c'est la phrase qu'on utilise à chaque fois pour caractériser l'état de nature, la nature humaine livrée à elle-même, telle que la pense Hobbes. Donc un penseur pessimiste. La paix dans son modèle repose fondamentalement sur la crainte généralisée, sur un ordre social qui est soumis à une autorité surplombante qui domine un chaos auquel elle impose l'ordre précisément. On pourrait donc dire, pour ceux qui ont les références culturelles qui vont bien, que Hobbes c'est un petit peu le Konrad Kurz, pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000, ou c'est un petit peu le Batman de la philosophie, quoi. Ces hommes mauvais, il faudrait quand même que quelqu'un les tienne en laisse, quoi. Ça, c'est le premier élément qu'on peut souligner sur l'anthropologie qui est présupposée par le modèle de Hobbes. Il faut aussi noter, et là c'est une interprétation qui se base sur le commentaire que donne de la pensée de Hobbes l'historien des idées politiques Léo Strauss, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord et qu'il est donc bon de prendre avec quelques précautions, mais selon ce que dit Strauss sur cette première condition, c'est-à-dire qu'il faudrait que les hommes soient dominés par la peur de la mort violente, la théorie politique de Hobbes impliquerait implicitement une certaine volonté de séculariser la société. Alors pourquoi ? Parce que si la science se diffuse, si les gens comprennent finalement tous les schémas, tous les modèles qui sont sous-jacents à la pensée théorique de Hobbes telle qu'elle se déploie dans le Léviathan, s'ils comprennent cette nouvelle physique des corps et des passions qui vient du modèle de Newton, de Galilée, enfin Newton c'est après, mais cette physique moderne, cette modernité scientifique qui fait partie du mouvement des Lumières qui se développe au XVIIe siècle, eh bien, il va y avoir un moment où un conflit va se mettre en place entre les croyances scientifiques et les croyances religieuses. Et Hobbes, implicitement, selon l'analyse de Strauss, souhaiterait la victoire de la vision séculière et scientifique de la société, parce que, sans cela, l'imagination, donc la faculté d'imaginer des choses qui ne sont pas réelles ou de voir le monde tel qu'il n'est pas, l'imagination pourrait susciter dans l'homme des peurs fictives qui seraient plus fortes potentiellement que la peur de la mort physique. Il ne faut pas que les mauvaises peurs empêchent la bonne peur, celle qui est utile politiquement, d'opérer. Et ces peurs fictives, c'est celles dont nous parlent les prêtres, et les sorciers, les sorcières et les gens qui ont un discours religieux en général. Ces peurs fictives, ça va être la peur du diable, la peur des sortilèges, la peur de l'enfer. Dites-vous bien qu'on a affaire à un penseur qui représente un peu l'élite intellectuelle de son époque, ce qui n'empêche pas d'avoir certaines superstitions lui-même, mais qu'on reste dans des sociétés où il y a des paysans, des gens ordinaires, et puis
des superstitions diverses et variées, que c'est pas encore tout à fait sorti du Moyen-Âge, et surtout que les contextes de guerre de religion, de guerre civile favorisent euh, un certain pessimisme collectif et peut-être aussi certaines superstitions collectives. Donc, implicitement, Hobbes aurait besoin pour la réalisation de son projet que reculent les croyances religieuses. Il faudrait donc qu'elles disparaissent des esprits, donc disparition ou lutte contre les superstitions, ce qui rapprocherait paradoxalement Hobbes des Lumières. Vous voyez que sur certains points, notamment sur sa vision de la nature humaine, il est très pessimiste et très en décalage avec l'optimisme des Lumières, mais sur d'autres points sous-jacents, comme peut-être la lutte contre les superstitions et la diffusion des sciences modernes, il pourrait être en lien avec le mouvement des Lumières. Ça montre toute son ambiguïté. Donc il faudrait dissiper un certain nombre de superstitions, comme par exemple la croyance à l'immortalité de l'âme, qui est un petit peu la condition de toutes les autres. Parce que si vous croyez que vous allez aller potentiellement en enfer, alors il est très important que vous battiez pour votre salut. C'est quand même plus important de garantir son salut dans l'éternité que les quelques années de ce qui nous attendent dans ce monde. Or, si vous battez plus pour votre salut que pour ce qui vous attend dans ce monde, eh bien, vous allez potentiellement plus facilement accepter qu'il faille se battre pour un parti politico-religieux qui serait la vraie religion, qui serait au service de la vraie foi. Donc, ça va être des conflits à répétition interminables entre catholiques et protestants, ou les diverses sectes du protestantisme, parce qu'au lieu de se concentrer sur leur sort dans ce monde et la possibilité de leur mort violente, eh bien les gens passeront outre, motivés par une peur encore plus forte, qui sera la peur de l'enfer. C'est extrêmement cohérent, donc solution, alors qui n'est pas, c'est pas dit explicitement dans le texte d'Hobbes, mais selon Lostros, c'est le sous-texte à comprendre de son message. Il serait bon que ces croyances superstitieuses, et notamment la survie de l'âme, disparaissent pour que les gens se concentrent sur ce qui est vraiment important. Ils peuvent mourir dans ce monde et il faut qu'ils acceptent un état absolu qui les en protège. Et quand bien même cet état serait dirigé par des gens qui ne seraient pas de leur religion, il faut abandonner cette volonté de calquer l'organisation politique de l'État sur une confession obligatoire ou dominante, parce que ça crée des conflits insolubles. C'est sa solution autoritaire, si vous voulez, pour sortir des guerres de religion. C'est là aussi où on voit le lien avec la pensée de la souveraineté, qui n'est pas justement une théorie confessionnelle de l'État. En tout cas, pas chez Hobbes. Donc c'est là le paradoxe un petit peu de cette vision de l'homme. On pourrait dire qu'il y a une sorte de fond d'optimisme derrière le pessimisme anthropologique de Hobbes. Certes, d'un côté, la nature humaine est problématique, mais la science politique peut donner aux gouvernants et aux hommes cultivés les moyens de perfectionner artificiellement la société. La raison peut orienter les passions vers un état pacifique, et un petit peu comme chez Hegel, mais pas sous une forme métaphysique avec une sorte de providence cachée, sous une forme bien plus concrète, ici la raison peut se servir des passions pour transformer l'histoire et favoriser le progrès d'une certaine façon, en tout cas la sortie du pire état possible qui est celui de la guerre civile. Donc, pessimisme sur l'homme, mais optimisme, pourrait-on dire, sur les moyens de le tenir en laisse. C'est pas un pessimisme radical, pourrait-on dire. Je fais maintenant une autre remarque qui porte sur la deuxième condition de la théorie de Hobbes, donc sur la raison. Hobbes n'attend manifestement pas que les gens se raisonnent tout seuls, parce que sinon il n'y aurait pas de problème, finalement il n'y aurait pas besoin d'écrire toutes ses œuvres, et le Léviathan notamment, qui est un gros traité de philosophie politique. Si la raison suffisait spontanément à ce qu'ils comprennent tout ce qui vient d'être dit, il n'y aurait pas besoin de faire tout ce travail théorique. Donc son propre déterminisme exclut tout effet sans cause, il faut donc bien qu'il y ait une utilité à la production des œuvres qu'il fait, et pour fonder cet état moderne, cet état qui va sortir des croyances superstitieuses et des guerres de religion, Hobbes ne se prend pas pour n'importe qui, parce qu'il estime que, il le dit dans ce livre, il faudrait que sa philosophie soit enseignée à l'université, à la place de celle qui était aux honneurs jusqu'alors, c'est-à-dire la philosophie d'inspiration médiévale avec ce qu'on appelle la scolastique, qui est un mot un petit peu effrayant, mais qui désigne en gros la fusion de l'étude de la Bible et puis de l'étude des traités d'Aristote sur la nature ou sur la rhétorique ou sur divers sujets, plus une couche de droit romain, etc. Bon, c'est ça qui fait les sciences universitaires du Moyen-Âge jusqu'au début de l'époque moderne. Hobbes dit tout ça c'est des niaiseries, il faut les remplacer par l'étude de mes idées. Donc on voit les prétentions vraiment révolutionnaires de Hobbes, qui cassent la référence au modèle ancien. On peut aussi noter que Hobbes se compare à Platon,
il admire beaucoup Platon, ce qui peut sembler assez paradoxal vu qu'ils n'ont pas du tout la même métaphysique. Et on peut remarquer que Hobbes, comme Platon, pense à une réflexion qui se demande comment pacifier la cité, comment mettre de l'ordre dans le désordre des affaires humaines, comment éviter les guerres civiles. C'est aussi une problématique qu'on trouve chez Platon, même s'il est peut-être affirmé de manière moins critique ou moins sombre. Et Hobbes, d'une certaine façon, il vous propose le même bénéfice que Platon, c'est-à-dire moi j'ai une solution au désordre, mais en quelque sorte il vous la vend à moins cher, c'est-à-dire qu'il lui il fait l'économie de l'élément clé de la solution poétique de Platon, qui est le philosophe roi. Platon explique que pour que la cité soit bien gouvernée, il faut qu'elle soit gouvernée par des sages. Hobbes, il fait l'économie du sage. Il n'y a pas besoin que le souverain soit sage, il y a simplement besoin que tout le monde s'y soit soumis complètement, hein, à un pouvoir absolu. C'est suffisant. Donc c'est là où je dis que c'est un peu de l'autoritarisme comme Platon, mais sans l'aspect sagesse-vertu de la pensée poétique platonicienne. Donc il y a une dimension d'autorité, c'est pour ça que J. Hobbes est un penseur autoritaire. Les sujets doivent consentir au pouvoir pour assurer la force de celui-ci. Il insiste plus quand même sur le consentement des individus au pouvoir. Il faut qu'ils prennent conscience de l'intérêt qu'ils ont à agir ainsi. Tandis que Platon serait plutôt dans une démarche où il ne ferait pas appel à l'intérêt, mais plutôt à la reconnaissance de la supériorité naturelle du sage ou du dirigeant éclairé. Tandis que chez Hobbes, il a une anthropologie qui est beaucoup plus égalitaire, il n'y a pas de supérieur par nature, il faut donc qu'il y ait un souverain par convention. Et si on devait donc comparer rapidement le conservatisme autoritaire tel que le pense Platon par rapport au conservatisme autoritaire tel que le développe Hobbes, et bien celui de Hobbes, il a des traits un peu plus modernes, en ceci qu'il est plus égalitaire. Il est aussi moins utopique que celui de Platon, parce que Platon, bon, c'est la cité idéale, voilà, qui est une sorte de modèle, mais qui n'a pas forcément possibilité de se réaliser. Et il est aussi moins pessimiste que Platon, ce qui n'est pas l'idée première qu'on se ferait de la philosophie de Hobbes, qui est quand même très noire et très négative, mais d'un certain côté, il est moins pessimiste, puisque les moyens de réaliser finalement cette bonne organisation sociale sont atteignables. Alors je fais deux remarques, mais c'est plus pour vous inviter à approfondir si ça vous intéresse que pour développer vraiment ces points. Dans mon petit 10 de la page 14, on peut associer ou relier le développement de la pensée politique de Hobbes à deux tendances des théories politiques au XVIe, XVIIe siècle. D'un côté, on pourrait le rattacher à la catégorie des doctrines de la souveraineté. Donc Hobbes a pensé ou a développé ses idées après Jean Bodin. Je ne l'ai pas noté, je ne sais plus s'il a déjà lu Bodin ou pas. Enfin, c'est possible qu'il ait déjà lu, effectivement. Les points communs qu'il pourrait y avoir entre la doctrine de la souveraineté chez Bodin et chez Hobbes, c'est qu'ils sont tous les deux dans l'optique de fonder un pouvoir stable, fixe, absolu, concentré, qui ne serait pas court-circuité par des pouvoirs étrangers, notamment des églises qui prétendraient agir dans les affaires intérieures d'un État. Ils sont tous les deux influencés par le modèle du droit romain. Ce sont des légistes ou des héritiers de ce qu'on aurait appelé au Moyen-Âge les légistes ou les juristes qui ont étudié le droit romain, et vous voyez bien que ces auteurs théoriciens politiques qui travaillent à partir du modèle du droit romain, ils récupèrent le droit romain tel que nous l'a légué l'époque de l'Empire romain. Donc une époque où il y a vraiment effectivement un État centralisé avec une figure dirigeante bien identifiée qui fait la loi, qui est la source de la loi, un modèle absolutiste donc. Donc c'est une certaine résurgence de ces modèles impériaux, même si là il n'y a pas forcément l'idée de conquérir le monde, encore que. Hein. La principale différence entre Hobbes et Bodin, évidemment, c'est que Bodin est un penseur de la souveraineté chrétien, en l'occurrence catholique, et ça change un certain nombre de choses, parce que, étant catholique, Bodin ne peut pas avoir une conception aussi absolutiste que Hobbes, puisque la légitimité de l'État est quand même limitée par le fait de ne pas violer les lois naturelles et les lois divines. Donc ce que Dieu exige de tout homme en tant qu'il doit être bon, et ce que Dieu exige de tout homme en tant qu'il doit être chrétien. Donc ça, il y a des limitations plus grandes de ce que pourrait faire le pouvoir politique, en tout cas d'un point de vue moral, dans la pensée de Bodin, mais ça tient au fait que voilà, l'un est chrétien, l'autre pas, l'un est un relativiste moral, l'autre est un réaliste moral.
Par ailleurs, on pourrait souligner que la pensée politique de Hobbes a des liens avec un autre paradigme qui puise ses origines beaucoup plus en avant dans le Moyen-Âge, même s'il n'avait pas encore émergé sur le devant de la scène des idées avant cette époque, qui est le paradigme des théories du contrat social, qu'on fait souvent dater du XVIIe, XIXe siècle avec les philosophes des Lumières, mais qui en fait sont plus anciennes que ça. Hein. Elles ont des précurseurs, je vous invite à aller étudier ça si ça vous intéresse. Et notamment, il y a un élément important du fonctionnement de la théorie de Hobbes, qui est l'idée de représentation, qui est une idée qui là encore a des origines médiévales, mais qui n'avait pas forcément été utilisée dans un contexte poétique jusqu'à présent. Hobbes va vraiment mettre sur le devant de la scène des idées politiques cette idée de représentation, c'est-à-dire que le souverain chez lui représente les gouvernés. Il s'en distingue physiquement au sens où le roi n'est pas physiquement tous les individus qui composent la société, mais politiquement, il l'exprime. Il a une sorte de mandat, même si c'est irrévocable et qu'il n'y a pas de contestation possible du mandat, mais c'est vraiment des gouvernés que vient son pouvoir. Hein. Il y a un modèle... le pouvoir vient de la base et va vers le sommet. Il n'y a pas de justification qui viendrait d'en haut, de Dieu ou d'une nature supérieure du monarque en lui-même. Donc, cette idée de représentation qui va avoir évidemment des influences dans les modèles des théories parlementaires, voilà, l'idée que les représentants du peuple représentent le peuple précisément. Toute cette idée de représentation, au-delà de Hobbes particulièrement, va fleurir dans la pensée politique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, à présent, pour bien continuer à cerner la position que prend Hobbes dans les querelles politiques du XVIIe siècle, je vais souligner qu'il s'oppose à deux courants de pensée importants dans l'Angleterre du XVIIe siècle. D'un côté, les théories donc classiques et traditionnelles qu'on peut appeler les théologies politiques, hein, les doctrines qui essaient d'associer une légitimation religieuse et un monarque héréditaire chrétien. Et puis d'un autre côté, il s'oppose au républicanisme. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur son hostilité aux doctrines théologico-politiques, parce que bon, on en a déjà parlé durant la vidéo précédente, mais il a vraiment l'idée que les prétentions politiques de l'Église, les prétentions à fonder l'État sur une religion, sont la source des malheurs du temps et du chaos. Donc c'est vraiment ça qu'il faut éviter, on pourrait dire que c'est son ennemi principal. Alors on pourrait faire dire à Hobbes cette phrase qui sera utilisée dans le contexte de la Troisième République française pour tout à fait autre chose bien après. Hobbes aurait pu dire « le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Qu'une église ait des prétentions politiques à gouverner la société, et voici que cette société est vouée à des guerres inexpiables, car autant les intérêts peuvent transiger, on peut se mettre d'accord pour négocier nos intérêts, autant la foi et le salut ne sont pas des choses négociables. On est de l'ordre de la croyance et de l'absolu, ça mène donc aux guerres les plus inexpiables, les plus atroces. Il faut donc déconfessionnaliser l'État. C'est vraiment sa stratégie. Donc il a un certain nombre de justifications, etc. Alors il faut noter, je dis qu'il veut déconfessionnaliser l'État, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas il ne veut pas qu'on fonde la légitimité du gouvernement ou de l'obéissance au souverain sur une communauté d'adhésion à des idées religieuses. Il faut que ce soit fondé sur quelque chose de concret, de naturel, l'intérêt à survivre. Cependant, chez Hobbes, le maître de l'État doit quand même être le maître de l'Église, ou des églises s'il doit y en avoir plusieurs, non pas tant pour ne pas heurter les préjugés des masses, ça aurait été la recommandation qu'aurait pu faire Machiavel au gouvernement, hein, il aurait dit peu importe tes sentiments religieux personnels, l'important pour bien gouverner ton État, c'est d'avoir la religion que les gens pensent que tu dois avoir. Bon, ça, ce serait un conseil qu'on trouverait dans Le Prince de Machiavel. Pour Hobbes, c'est pas tellement une question de ne pas heurter les sentiments des masses, c'est vraiment pour contrôler les églises, de même que les empereurs romains sont intervenus pour exercer le contrôle de l'évolution des églises chrétiennes à partir de Constantin, ou je ne sais plus exactement la date à laquelle ça intervient, mais il y a un certain moment donné où il y a un magistère politique qui s'exerce sur le fonctionnement interne de l'église chrétienne. Donc l'État doit contrôler l'Église, doit contrôler les Églises, vraiment pour des questions de réelle politique. C'est une affaire de raison d'État, rien de fondamental là-dedans. C'est comme le contrôle de la presse, hein, auquel il ne voit pas du tout d'inconvénient.
tout ce qui peut contribuer à la stabilité de l'État et à l'ordre intérieur sont souhaitables, et de toute façon les gens y ont consenti, ou de moins ils y auraient consenti s'ils avaient compris que c'était vraiment leur propre intérêt. Ça, c'est l'opposition à la religion. On voit bien à quel point les auteurs du temps pouvaient trouver les idées de Hobbes impies, hérétiques et très pénibles pour les gens qui ont des sentiments religieux ou qui appartiennent à des partis confessionnels. L'autre adversaire théorique de Hobbes, c'est le républicanisme. Parce que même si ça peut sembler étonnant et anachronique, et que si vous n'avez pas de connaissances spéciales sur l'histoire politique anglaise du XVIIe siècle, il y a des auteurs républicains qui se développent de manière notable dans l'Angleterre à l'époque des guerres civiles anglaises, qui sont eux aussi influencés évidemment par les classiques gréco-latins, parce que tout le monde lit ça, hein, tout le monde lit ce qui est disponible. Et alors les républicains, eux aussi, ils ont une solution pour sortir des guerres de religion. On n'a qu'à faire une république, comme ça il n'y aura plus de roi, on ne sera pas obligé d'avoir la religion du roi, etc., etc. Donc ça pourrait être un modèle alternatif, c'est une tentation parmi les courants politiques qui s'affrontent en Angleterre. Et aussi aux Pays-Bas. Alors Hobbes n'est pas républicain, même s'il accepte que le souverain puisse ne pas être un roi, ça pourrait aussi être une assemblée, bon, ça c'est pas non plus un absolu, du moment que le pouvoir est absolu, qu'il soit exercé par un ou plusieurs ne lui importe pas particulièrement. Dans ses traités, si on les lit en version anglaise, il emploie le terme de Commonwealth, donc, qui peut être traduit par république, hein. Si vous regardez bien la construction du mot, on voit que c'est le res publica des latins qui a trouvé une traduction en anglais. Il emploie toujours ce terme dans un sens qui veut dire l'État, c'est-à-dire qu'il emploie cette notion de république comme un synonyme de constitution, ce qui était, il est vrai, son sens d'origine, hein. C'est comme ça qu'on traduit la République de Platon, res publica, sans que ça ait une connotation particulière sur la forme du régime. Donc chez lui, quand il parle de Commonwealth, ça veut juste dire l'État, ça n'a pas de connotation républicaine, il essaie au contraire d'éviter ça. Alors, ce qu'il ne peut pas accepter dans le républicanisme, parce qu'à la limite, pourquoi est-ce que Hobbes n'accepterait pas les idées républicaines? Ça tient évidemment au conflit qu'il y a entre le républicanisme et l'absolutisme. En effet, pour les républicains, être libre, vivre dans un État libre, c'est vivre dans un État où les citoyens, dans leur rapport interpersonnel, mais aussi dans leurs relations entre eux et la puissance publique, eh bien, ne sont pas dominés, c'est-à-dire ne sont pas soumis à un pouvoir arbitraire. On est vraiment libre quand on n'est pas à la merci des choix que autrui pourrait nous imposer. Et donc, c'est une vision qui est anti-absolutiste de l'État. C'est une vision voilà, qui est moderne, qui est à la fois antique et moderne, puisqu'on la retrouve aussi bien dans la République romaine, ou en tout cas certaines théories de ce que devrait être le fonctionnement de la République romaine, que dans certaines formes de pensée politique moderne qui seraient anti-absolutistes, hein, qu'on retrouve notamment avec les Lumières. Et alors pourquoi est-ce que Hobbes ne veut pas accepter cette idée que être libre, ce serait vivre sous un État qui ne serait pas absolu? Parce que pour lui, il n'y a pas de solution intermédiaire, il n'y a pas d'alternative à l'arbitraire du pouvoir. Soit c'est la guerre permanente dans l'état de nature, et donc là c'est l'arbitrage du pouvoir parce que chacun essaie d'opprimer autrui, soit c'est la soumission à un pouvoir absolu. Pour lui, on ne peut pas avoir de solution intermédiaire, c'est son opinion. Et donc on ne peut pas sortir de la domination, ce qui serait l'ambition des républicains. Les penseurs républicains, hein, anglais ou hollandais, eh bien, sont des utopistes, sont des anarchistes, sont des gens qui n'ont pas compris les conditions de la paix civile. Ils prônent d'ailleurs, Hobbes, parce qu'il n'est pas dans la demi-mesure, de brûler tous les livres des auteurs républicains antiques, notamment de Cicéron. Hein, voilà. Il ne faut pas que ces idées républicaines se diffusent, c'est très mauvais pour la sécurité publique, ça crée des gens qui sont indisciplinés. Donc ça, vraiment, il faut les brûler. L'autre raison, mais c'est un corollaire du point qui précède, Hobbes ne peut pas accepter le républicanisme, parce que pour éviter cette domination qui pourrait peser sur les individus, les auteurs républicains valorisent fortement l'activité politique des citoyens, tandis que pour Hobbes, c'est l'inverse. Hein. Une fois que les citoyens ont bien compris que c'était rationnel d'obéir à un pouvoir absolu, ils n'ont plus rien à faire politiquement. Ils s'occupent de leurs affaires privées et ils ne contestent pas l'autorité. Inversement, par rapport aux républicains, Hobbes rejette les notions de tyrannie et de tyrannicide. Hein. Il pense que dès lors que le pouvoir a été accepté, on ne peut pas le dénoncer, il n'y a pas de raison de dire que le roi ou l'assemblée qui dirige est tyrannique, c'est un pouvoir absolu.
on n'a jamais le droit de tuer le souverain, parce que si on le tuait, ça dissoudrait le pacte social, et donc ça nous ramènerait à un état encore pire. Il faut préférer un pouvoir absolu à l'anarchie. Vous voyez que c'est assez binaire. Alors, ces développements étant précisés, maintenant je vais situer Hobbes parmi d'autres doctrines politiques. Je vois que ça fait une petite demi-heure que j'ai commencé l'exposé. Je pense que d'ici 30 à 40 minutes, j'aurai fini. Alors, il y a deux contresens qui me semblent importants d'éviter si on veut bien qualifier et situer la pensée politique de Hobbes. Il n'est ni libéral ni totalitaire. Donc, aucun des deux extrêmes. Et je vais essayer de vous le démontrer. Donc, déjà, qui sont ceux qui pensent que Hobbes serait un penseur libéral? Commençons par ça. Il y a une première petite citation qui nous dit que Hobbes a été interprété de manière très différente au cours du temps, etc. etc. Bon. Et puis ensuite, on a un autre auteur qui nous dit que Hobbes annonce les prémices de la théorie de l'État libéral. Bon. Alors cette interprétation de Hobbes comme un auteur qui serait proto-libéral, sans le savoir, elle est partagée par l'école de Léo Strauss, donc c'est ce penseur d'histoire des idées juif allemand naturalisé américain dont je vous ai déjà parlé, et puis ceux qui s'inspirent de la démarche de Strauss. Également un constitutionnaliste américain qui s'appelle Frank Coleman qui estime que Hobbes annonce les idées de la Constitution des États-Unis, donc ce serait un proto-libéral. Alors je vais commencer par faire un pas dans le sens de cette interprétation en montrant pourquoi on pourrait penser qu'il y a des éléments dans la pensée de Hobbes qui, si on les prend vraiment isolément, pourraient donner cette impression. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qui pourrait valider cette thèse ou en tout cas lui donner des éléments de crédibilité? La démarche de Hobbes, je l'avais dit dans la première partie de cette présentation, c'est sur le plan de la méthode un individualisme méthodologique. C'est-à-dire qu'il considère que ce qui existe réellement, ce sont les individus. Toutes les entités collectives sont des noms, donc des appellations qu'on donne aux choses pour simplifier, mais quand on dit la France va faire ci, va faire ça, ça n'existe pas. Ce qui existe réellement, c'est des individus concrets qui vont faire ci ou ça, et généralement les noms masquent des comment dirais-je, les prétentions au pouvoir de certains groupes ou le fait que c'est certains individus du groupe qui vont agir mais pas l'ensemble du groupe, etc. Bref, l'analyse du social doit partir de ce qui est réel, et ce qui est réel pour Hobbes, ce sont les individus. Donc là, on pourrait voir effectivement un lien avec certaines méthodes sociologiques ou d'analyse du social qui pourraient avoir la préférence des auteurs libéraux, puisque ça se fonde sur un individualisme et une analyse du social en tant qu'ensemble d'interactions entre individus. Je vous renvoie, pour ceux qui s'intéressent particulièrement, à une vidéo présente de ma chaîne sur les méthodes en sociologie. Un autre point de la pensée de Hobbes qui pourrait annoncer éventuellement le développement ultérieur de la pensée libérale, c'est qu'il a une anthropologie qui est partiellement égalitaire, donc qui rompt avec les modèles hiérarchiques ou inégalitaires qui avaient pu être ceux de la pensée de droite traditionnelle. Pour Hobbes, aucun homme n'est naturellement plus sage ou raisonnable qu'un autre. Il y a une relative égalité des intelligences. En tout cas, les gens sont suffisamment intelligents pour comprendre leur intérêt de ne pas rester dans l'état de nature. Et puis ils ont aussi une égale aptitude au meurtre, c'est un des prérequis de la pertinence de sa théorie. Il faut qu'il y ait cette égale aptitude au meurtre, sinon il n'y aurait pas d'état de nature, il y aurait des dominants par nature, justement, et donc il n'y aurait pas de problème. Or, il y a des guerres civiles, donc c'est bien que les gens sont quand même relativement capables de se tuer les uns les autres. Autre élément, chez lui l'État repose sur un consentement rationnel, c'est-à-dire que les individus font un pacte social, ou du moins le font dans la mesure où ils adhèrent au système, et ils adhéreront encore plus facilement quand ils auront lu la doctrine de Hobbes, parce que là, ce ne sera pas une sorte d'attitude instinctive, ce sera une réflexion pure qui les mènera à faire le contrat. Ça veut dire que pour la doctrine de Hobbes, l'État n'est qu'un moyen au service des fins des individus. En effet, les individus sont ce qui existe réellement, sont ce qui est premier, ils ont un intérêt bien compris, ils vont le rationaliser et ensuite ils vont créer l'État pour servir ces buts. C'est donc bien au service de l'individu que l'État est constitué, même si ça reste un État absolu. C'est pas les individus qui sont un moyen pour l'État, si vous voulez. Quand bien même ils pourraient tout leur faire, c'est un peu le paradoxe
de son développement. On peut aussi le rapprocher de la pensée libérale, en ceci que la doctrine de Hobbes est non perfectionniste et séculière. Donc séculière, c'est cette tendance, voilà, d'élégitimer de ne pas faire reposer l'État sur des appartenances ou des normes religieuses, quand même l'État pourrait contrôler l'Église en place ou les églises au pluriel. Et non perfectionniste, ça veut dire que l'État n'a pas pour but, et ça c'est une rupture majeure avec les classiques et les penseurs médiévaux, l'État n'a pas pour but chez Hobbes d'imposer un modèle de vie bonne, n'a pas pour but d'imposer des mœurs, n'a pas pour but d'imposer une idéologie. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, ils pensent ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance du moment que l'ordre règne. C'est uniquement ça le but de l'État. Vous voyez que c'est un but qui est très bas, ou qui est très modeste, pourrait-on dire. Mais il a beau être modeste, du point de vue Hobbes, ce n'est pas réalisé dans l'Angleterre de son temps. Et donc, voilà, le but de l'État, c'est tout simplement d'assurer l'ordre public. Et enfin, j'y reviendrai plus tard, il y a une définition négative de la liberté chez Hobbes, mais je ne vais pas développer ce point, je reviendrai plus tard. Mais ce serait un point commun, formel, si vous voulez, avec le libéralisme, pour lequel la liberté, c'est ne pas être agressé, ne pas être volé, bref, ça se définit négativement. Alors ces quelques éléments peuvent peut-être effectivement expliquer ce qui est à mon avis une erreur ou une confusion de voir en Hobbes un précurseur du libéralisme, mais je pense qu'en réalité les éléments qui vont en défaveur de cette interprétation sont beaucoup plus lourds et pesants, donc on ne peut pas tenir Hobbes pour un penseur libéral. En effet, chez Hobbes, il n'y a pas, et c'est ça à mon avis le plus important, il n'y a pas de droit naturel opposable à l'État. C'est-à-dire que, alors c'est pas forcément, il est vrai, un prérequis de toutes les doctrines libérales, mais la plupart quand même sont des doctrines qui pensent, comme les doctrines chrétiennes, comme les doctrines traditionnelles, qu'il y a des droits naturels de l'homme, que l'homme, parce qu'il est un homme, a certains droits, et que l'État ne peut pas tout lui faire au nom de sa dignité ou au nom de sa valeur humaine intrinsèque. Bon, bah, Hobbes ne s'embarrasse pas de ces considérations spéculatives et métaphysiques sur une quelconque nature humaine. En tout cas, une nature humaine qui ne serait pas celle qu'on observe dans cette fameuse physique des passions dont j'ai parlé. Pour Hobbes, la seule loi qui existe, c'est pas la loi de Dieu ou la loi de la nature, c'est la loi faite par l'État. Il n'y a pas d'autre loi que celle que l'État a décidée, et aucune loi ne peut être injuste parce qu'il n'y a pas d'instance supérieure à l'État au nom duquel on pourrait la juger. C'est d'ailleurs très important qu'il n'y en ait pas, puisque ça évite que les gens puissent se révolter en disant que c'est pas juste. Donc il n'est pas libéral parce qu'il n'y a pas de droit opposable à l'État. Il n'est pas libéral parce qu'il n'y a aucune liberté de critique du souverain. La liberté d'expression, ça n'a aucun sens pour Hobbes, parce que puisque vous avez signé le contrat social pour avoir la paix, eh ben, l'État c'est vous. Le souverain, c'est vous qui l'avez institué, c'est vous qui avez fait de lui votre représentant. Donc s'opposer à l'État, c'est s'opposer à soi-même, ça n'a donc aucun sens et aucune légitimité, et donc il ne peut pas y avoir de liberté de critiquer le pouvoir en place. On voit bien que c'est absolument pas libéral. Un autre point qui est très intéressant et d'une radicalité extraordinaire, c'est que pour Hobbes, il donne une définition de la liberté qui est la suivante. On est libre dans le silence des lois, c'est-à-dire qu'on est libre quand il y a un vide juridique, quand l'État n'a pas mis une loi ou une obligation de faire ceci ou de ne pas faire cela. L'État ne vous a pas ordonné de vous réveiller tous les matins à 8h30, donc vous êtes libre de le faire ou pas. Vous avez une marge de liberté qui correspond à la marge de non-législation dans votre vie, en fait. Et alors, cette définition de la liberté, elle a quelque chose de très étonnant, c'est qu'avec une telle définition, comme Hobbes dit par ailleurs, et à mon avis tout à fait à juste titre, que l'État ne peut pas légiférer le comportement de l'individu de bout en bout, minute par minute, 24 heures sur 24, il s'ensuit qu'une fois qu'on a accepté de vivre dans l'état civil sous des lois, on est toujours libre, au sens où on a toujours une sphère de liberté où l'État ne nous a pas ordonné de faire quelque chose. Donc c'est très étonnant parce que avec une telle définition de la liberté, on est toujours libre une fois qu'on a signé le contrat social. La puissance du Léviathan est une puissance finie, comme celle de tous les corps, hein, l'État ne peut pas tout. Donc il y a toujours une portion d'espace et de temps dans notre journée ou dans notre vie sociale où on est libre de faire ce qu'on veut de facto parce que l'État n'a rien dit. Avec une telle définition de liberté, évidemment, Hobbes ne peut pas penser l'oppression politique. Il ne peut pas y avoir de loi injuste, il ne peut pas y avoir une sphère de liberté qui serait trop basse ou trop restreinte, ça ne l'intéresse pas, donc on voit que c'est une pensée qui n'a pas de rapport avec le libéralisme. La liberté n'est pas une valeur dans le système politique de Hobbes. Alors dans le même genre d'idée, Hobbes admet la liberté de conscience, simplement pour lui, c'est pas un droit, c'est un fait.
Dire que c'est un droit, ça serait dire si on pouvait vous obliger à croire quelque chose, eh ben, on ne devrait pas le faire parce que vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Hobbes considère que c'est pas du tout un droit, c'est juste une impossibilité de l'État, donc ça fait un peu partie de cette sphère où l'État ne peut pas agir parce qu'il ne le peut pas, parce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. Vous croyez ce que vous voulez parce que l'État ne peut pas pénétrer votre cerveau. C'est un peu ça la thèse, donc il y a une liberté de conscience, mais de fait et pas de droit. Il n'y a pas non plus de droit de propriété opposable à l'État. Enfin, je ne vais pas faire la liste de tous les droits, mais vous voyez que c'est les droits quand même fondamentaux du libéralisme. Propriété, sécurité, esprit critique, liberté de parole, et la droit de propriété qui est évidemment un élément central de la doctrine libérale. Hobbes n'en a absolument rien à faire. Le droit de propriété, c'est un droit qui, comme tous les autres, est conféré par l'État. Vous en avez dans la mesure où l'État le veut. S'il n'a pas envie de qu'il y ait telle ou telle forme de propriété, ou tel niveau, ou telle personne qui possède telle chose, vous avez signé le contrat social, il fait ce qu'il veut. Donc l'État peut tout à fait décider de s'approprier le bien des sujets. Alors il reconnaît, parce qu'il est quand même, c'est quand même un individu aussi qui vit dans cette société, il reconnaît que si on se fait dépouiller de tout son bien, il nous dit que c'est une incommodité. C'est dommage que l'État puisse tout nous prendre. Et il nous dit, mais c'est une incommodité qui est grande et, je le crains, inévitable. Donc on ne peut pas refuser que l'État nous pille ou nous vole parce que sinon ça serait lui désobéir, et lui désobéir c'est rouvrir la voie au spectre de l'état de nature. Donc on doit accepter que potentiellement l'État puisse disposer de nos biens, c'est nécessaire pour la paix. Donc là encore, on voit que c'est pas du tout compatible avec une vision libérale de la propriété, qui est un droit absolu. Pour en rajouter dans la contradiction entre la pensée de Hobbes et le libéralisme, non seulement il n'y a pas de droit à la propriété garantie, mais en plus l'État a tout à fait intérêt potentiellement, selon Hobbes, à intervenir dans l'économie. Il a une vision assez mercantiliste de l'intervention de l'État. On pourrait le rapprocher de certains de ses contemporains, comme Richelieu ou Colbert dans le cas de la France. On pourrait qualifier Hobbes d'homme de droite autoritaire étatiste. On pourrait rapprocher sa pensée sur ce point-là de Napoléon, Bismarck, de Gaulle, enfin une droite qui n'a pas peur de dire que voilà, l'État peut intervenir dans l'économie, il n'y a pas de problème, et qui va le faire dans... Alors, il nous dit, pour tout ce qui contribue à la richesse du peuple, la réglementation du commerce, la fourniture de travail et l'interdiction de toute consommation superflue de nourriture et de vêtements. Alors ça peut paraître un peu étrange comme champ d'application de l'État dans l'économie. Il faut voir que c'est quand même l'État anglais du XVIIe siècle, donc qui n'a pas les moyens d'action modernes et qui n'a pas non plus les administrations ou la comptabilité ou même la théorie économique pour se dire qu'il faudrait faire ceci ou cela dans l'économie. Mais j'ai le sentiment que quand il nous dit que l'État doit s'assurer de la richesse du peuple et de la fourniture de travail, qu'il y a un petit peu implicitement l'idée, même si c'est pas très clair ou très net, mais peut-être qu'il y a un peu implicitement chez Hobbes l'idée que si les gens n'ont pas un minimum de richesse et que le chômage ou les désordres économiques ne sont pas un peu combattus par l'État, ça pourrait créer des troubles. Donc comme on a vraiment cette obsession, c'est vraiment l'idée centrale de ça dans la politique, de maintenir un ordre public, eh bien, de l'intervention de l'État dans l'économie peut être tout à fait souhaitable. Et de toute façon, si vous avez bien compris la théorie de Hobbes, on peut justifier à peu près n'importe quoi du moment que ça va maintenir, in fine, la sécurité des individus. Donc il peut réglementer les échanges, les contrats, les emprunts, tout ce qu'on veut, voilà. Il a un droit de préemption sur les marchés, il peut créer des établissements, enfin il peut créer des... Voilà, s'il n'y a pas assez de travail, il peut créer des grands travaux, il peut faire du keynésianisme en gros, quoi, voilà, ça va pacifier tout ça. On notera d'ailleurs que c'était des méthodes qui étaient déjà employées au temps des empereurs romains, on faisait des grands travaux pour occuper les masses urbaines quand il y avait des problèmes économiques. Euh... Une autre idée de Hobbes, c'est que c'est intéressant parce que c'est tout à fait une idée qu'on retrouvera chez Machiavel. La richesse des particuliers doit rester modérée et ne pas s'accroître au détriment du bien public. Alors c'est pas du tout qu'il a quelque chose contre le commerce pour des raisons morales ou religieuses, c'est simplement encore des considérations de raison d'État. Il ne faut pas que les particuliers soient trop riches, parce que si c'est trop riche, ils seraient potentiellement puissants, donc potentiellement susceptibles d'embêter l'État et de recréer l'énième état de nature. Donc on peut quand même éviter que les particuliers soient
susceptible de embêter l'État en étant trop fortuné. Il peut contrôler l'État, le commerce international et empêcher l'importation de marchandises nuisibles ou inutiles. Donc voilà, une vision assez mercantiliste. Critique du luxe des particuliers. Bon. Tous ces éléments me semblent montrer de manière assez flagrante que les interprétations de Hobbes comme penseur précurseur du libéralisme s'appuient sur quelques éléments de sa doctrine qui sont pas superficiels, mais pas majoritaires ou suffisants pour voir en Hobbes un véritable précurseur du libéralisme. Donc ça, me semble une thèse erronée. Maintenant, je vais attaquer la thèse tout à fait inverse, car il existe d'autres interprétations de Hobbes qui, bien loin de voir en lui un proto-libéral, voient en lui un proto-totalitaire. Alors là, c'est intéressant parce qu'en termes d'histoire des idées, ça nous fait sauter des périodes de temps plus conséquentes. Se demander s'il y a un lien entre Hobbes et le libéralisme, c'est pas trop compliqué, au sens où c'est le même siècle, le XVIIe, c'est aussi le siècle de Locke, c'est aussi le siècle des premiers auteurs libéraux, notamment en Angleterre et en Hollande, donc la même ère géographique. Enfin, cela dit, Hobbes a aussi vécu en France à une période. Donc ça a un certain sens. Se demander s'il n'est pas proto-totalitaire, c'est essayer de voir si sa pensée n'a pas des points communs avec des régimes beaucoup plus tardifs qui sont apparus qu'au XXe siècle. Dans un manuel que j'ai retrouvé chez l'une de mes tantes, qui date des années 60, un manuel d'histoire de la philosophie, on nous dit que Hobbes est avant la lettre pour un État totalitaire. Et c'est une thèse qui a été notamment développée dans les commentateurs français par un universitaire français qui s'appelait Vialatou, dans un livre de 1935, donc les années 30, La cité de Hobbes, théorie de l'État totalitaire. Vialatou est un catholique, et il expose une analyse de Hobbes comme précurseur des dictatures modernes. Ça arrange bien tout le monde, enfin ça arrange bien l'auteur en question, puisque Hobbes n'est pas religieux, comme vous l'avez compris. Donc finalement, pas religieux, athée, un peu matérialiste sur les bords, et comme par hasard, il est contre la liberté, donc voilà, c'est le mal, quoi. Bon. Alors cette thèse de Vialatou a été contestée par un auteur français qui s'est penché sur la question, c'est intéressant à noter pour cet individu et le mouvement en général auquel il appartient. Cette personne qui a contesté la thèse de Vialatou, c'est René Capitan. René Capitan est un juriste français constitutionnaliste qui a été gaulliste et qui représente en particulier l'aile du gaullisme de gauche. C'est intéressant de voir qu'il possède une culture non seulement juridique, mais aussi en histoire des doctrines politiques, et qu'en l'occurrence, il avait les moyens intellectuels de critiquer l'idée que Hobbes serait proto-totalitaire. J'étais assez étonné de voir ça, parce que c'est pas l'image que j'avais forcément de René Capitan. Cela dit, sachez aussi par ailleurs que Capitan, dans ses idées constitutionnelles, s'est aussi intéressé aux théories de l'État chez Carl Schmitt, donc en fait il était vraiment très érudit sur les doctrines politiques de son époque, et ça a certainement eu des conséquences pour les discussions qui ont conduit à la formulation de la Constitution de la Ve République, donc sous lesquelles nous vivons. Alors, selon Capitan, on ne peut pas voir en Hobbes un précurseur du totalitarisme. Alors lui, il va surtout le comparer au totalitarisme allemand. Si on faisait un parallèle avec le totalitarisme ou les tendances totalitaires peut-être de l'État fasciste italien, on aurait peut-être une lecture un peu différente. Mais lui, il le compare vraiment à l'État totalitaire que serait l'Allemagne nazie. Et alors pour Capitan, on ne peut pas voir en Hobbes un précurseur d'un État de ce type-là parce que la doctrine de Hobbes est rationaliste et individualiste, nous dit-il, tandis que les doctrines de l'Allemagne nazie sont organicistes et mystiques. Donc mystique versus la raison, on voit que le modèle de Hobbes, même si on peut lui faire toutes sortes de critiques, il se base quand même sur une logique et une argumentation rationnelle et sur des faits empiriques, c'est pas un bricolage d'absurdité. Organiciste, c'est l'idée que la société forme un corps, une sorte d'organisme vivant, et comme tout organisme vivant, elle est différenciée et hiérarchisée, les pieds ne sont pas la tête, le cerveau n'est pas la bouche, donc chacun a sa place et une place pour chacun, comme dans un corps. C'est pas la vision de Hobbes. Hobbes part des individus, et les individus sont égaux ou relativement égaux dans son système. Donc pas du tout la même compréhension de la société que celle qui est développée en Allemagne hitlérienne. Alors un autre point, mais ça va dans le même sens, puisque l'état de Hobbes part de l'individu et de sa raison et de ses intérêts, l'état chez lui n'est qu'un simple moyen. On crée l'état pour avoir de l'ordre public, parce que ça nous est bien agréable de ne pas mourir violemment. C'est pas du tout la vision, donc c'est une vision contractualiste, on fait un contrat social, voilà.
la volonté, le consentement des individus sont des choses importantes pour fonder l'État. Tous ces éléments-là qui partent de l'individu, de sa raison, alors pas forcément de sa dignité, parce que c'est pas non plus des considérations de ce type-là qui animent Hobbes, mais tout ce qui part de l'individu, de sa raison, de ses intérêts, est très profondément méprisé par les doctrines fascistes ou totalitaires, y compris d'extrême gauche, qui voient dans ces éléments des marqueurs finalement d'un esprit bourgeois. Alors, ce qui marque peut-être le mieux la différence radicale entre la pensée nazie et la pensée de Hobbes, c'est que chez Hobbes, le bien suprême de l'individu, c'est la vie, et le mal suprême, c'est la mort. C'est ça la polarisation dans son système. Il faut que la société survive, il faut arrêter la guerre. Tandis que, donc dans son système, Hobbes place comme valeur suprême la liberté au-dessus de la sécurité, pardon, au-dessus de la liberté et de considération de justice qui s'apparenterait voilà, aux idéaux chrétiens ou rationalistes des classiques comme Platon ou Aristote sur le bien, voilà, donc qui serait opposable à l'intérêt de l'État. C'est une doctrine de la sécurité et de la survie des individus et de la société dans son ensemble. Cet idéal hobbesien exprime la quintessence de la société moderne et le triomphe de la bourgeoisie. Voilà, on veut être tranquille et ne pas être tué. Et ça n'a rien à voir avec l'état d'esprit qui règne dans les régimes fascistes totalitaires, car l'idéal nazi, mais c'est vrai aussi du fascisme italien, est férocement anti-bourgeois. Il a une dimension, nous dit Capitan, romantique voire morbide. Il s'agit de vivre dangereusement, slogan de Nietzsche repris par Mussolini. Hitler prêche de vivre héroïquement, donc ce sont des doctrines guerrières, des doctrines du sacrifice, de la dévotion totale à l'État, l'État parti, hein, l'État mouvement comme vous voulez, hein, c'est l'inverse en fait, hein, c'est le fait de défier le danger et la mort qui est valorisé. C'est pas du tout une doctrine chacun chez soi et restons sous la protection de l'État. Hobbes défend l'intérêt contre l'instinct, tandis que l'État hitlérien, selon Capitan, fait l'inverse. L'état de Hobbes est voulu par un individu raisonnable qui consent à son intérêt rationnel. Nanana. La doctrine de Hobbes n'est ni messianique ni théocratique. Ce n'est pas le prêtre qui gouverne l'État, mais c'est le prince qui préside à l'Église. Tandis que la doctrine nationale-socialiste selon Capitan est marquée par un fort mysticisme, un fort irrationalisme. Hein, elle nous parle de buts grandioses et de destin, voilà, elle nous parle de complot mondial, elle nous parle de renverser le cours de l'histoire en créant un empire tel que l'humanité n'en a jamais vu, enfin des choses assez stupéfiantes. Elle est environnée d'une atmosphère de passion, d'excitation et de goût pour le danger qui n'a rien à voir avec les états mentaux que cherche à développer Hobbes, qui au contraire voudrait que les individus soient moins belliqueux et soient plus peureux en fait. Donc, pour Capitan, l'État hitlérien est une église au service d'une idéologie qui veut s'imposer aux consciences avec la propagande. Elle confond le spirituel et le temporel, et donc elle n'a rien à voir avec le modèle de Hobbes, puisqu'on l'a dit, Hobbes ne cherche pas à ce que les gens obéissent à un idéal de vie ou qu'ils n'adhèrent à une idéologie en particulier, enfin ce que les gens croient ne l'intéresse pas. Ce qui importe, c'est ce qu'ils font, et en l'occurrence, ils ne s'entretuent pas. Donc tous ces éléments montrent bien que il n'y a pas de point commun possible entre la pensée de Hobbes et la pensée totalitaire. La pensée de Hobbes ne prône pas une société et un comportement des individus qui serait marqué par le fanatisme. Elle obéit à une logique rationnelle de l'intérêt bien compris. Elle est bourgeoise, comme diraient les fascistes à son sujet. Tandis que dans la pensée fasciste, l'idéologie s'impose à la réelle politique. Capitan prend un exemple de ça. L'antisémitisme nazi en Allemagne pousse de nombreux penseurs intellectuels, hommes d'affaires et autres juifs à l'émigration. Donc l'Allemagne perd ses intellectuels et ses hommes d'affaires, ce qui n'est pas rationnel dans une logique de pure puissance de l'État. Il y a donc bien un primat de l'idéologie raciste sur toute considération de puissance publique, ce qui pourrait aussi être un élément intéressant pour opposer la pensée fasciste aux théories de la souveraineté. Donc il y a pas de, voilà, je ne vais pas tout lire, hein, mais bon, vous avez les éléments principaux, je pense, qui montrent qu'on ne peut pas faire de Hobbes un penseur proto-totalitaire. Hobbes ne considère pas que la liberté serait d'obéir à une autorité qui serait celle d'un guide, qui serait celle d'un parti, qui aurait une mission divine, voilà, qui serait commanditée par l'histoire.
Tout ça, c'est des hallucinations ou des rêveries de son point de vue. Chez Hobbes, la liberté est une autonomie de la réflexion et une capacité à suivre sa propre raison dans les limites que la loi nous a laissées. On est libre de faire ce qu'on veut dans le temps où la loi ne nous a pas prescrit quelque chose. Mais il n'y a pas de doctrine qui régisse nos vies de A à Z. Voilà. De son point de vue, le totalitarisme ferait ressurgir des éléments qui étaient présents dans les visions médiévales ou chrétiennes. Quoi. Ça sert à modeler la vie de l'individu de part en part dans toutes ses actions et dans toutes ses pensées. C'est pas le but de l'État, selon Hobbes. Alors maintenant que je les ai dégagés sur l'interprétation de deux pôles qui seraient d'un côté la perspective de Hobbes comme pré-libéral ou la perspective de Hobbes comme proto-totalitaire en essayant de vous prouver que les deux interprétations sont fausses, je vais faire encore deux points d'éclaircissement sur comment peut-on caractériser la pensée de Hobbes. D'abord, je vais essayer de vous montrer qu'elle a des caractéristiques marquées qui en font une pensée moderne. Et ensuite, on essaiera de situer en quoi une pensée moderne comme celle-ci peut être néanmoins considérée comme représentant une certaine forme de droite moderne, puisque c'est la thèse que je défends dans ces interventions. Alors, tous les items que coche Hobbes qui font qu'il a une pensée qu'on retrouvera, quand je dis les modernes, je veux dire les auteurs depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, voilà, qui sont dans le mouvement des Lumières, plus ou moins, quels sont les items qu'ils pourraient avoir, ou qu'on pourrait retrouver chez eux et chez leurs descendants jusqu'à nos jours, et qu'on retrouverait également chez Hobbes. Eh bien, il a une anthropologie partiellement égalitaire, donc ça je ne vais pas non plus le répéter. Petit détail amusant, puisque les individus sont plus ou moins fondamentalement tous égaux par leur raison, leur capacité à s'entretuer, il n'y a pas chez Hobbes de subordination naturelle des femmes aux hommes. Et ça, c'est intéressant parce que ça rompt tout à fait avec les visions patriarcales qu'on trouve, par exemple, chez Platon ou Aristote, ou chez d'autres auteurs chrétiens, voilà, Saint Paul, enfin, ceux que vous voulez, où les femmes sont considérées comme par nature devant être soumises à l'autorité d'un mari, d'un père. Chez Hobbes, il s'en fiche. Une femme n'a pas moins de capacité à tuer qu'un homme, ou moins de raison par nature qu'un homme. C'est un être humain, quoi. Donc les femmes dans le modèle de Hobbes sont des sujets de l'État avec autant de droits que les hommes, c'est-à-dire ceux qu'on leur a laissés. Si le souverain veut que ça soit 50-50 de droits selon les sexes, ce sera 50-50. S'il estime que la paix civile sera mieux garantie avec notre distribution, ce serait notre distribution. Mais fondamentalement, il n'y a pas de misogynie de principe chez Hobbes. Ça, c'est très intéressant. Ça marque qu'il a certaines tendances qui peuvent annoncer les courants de pensée de la modernité. Je vous renvoie aussi, pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, sur la première partie de la brochure où je donne une définition plus générale de la modernité et de la tradition. Alors, il est moderne en ceci qu'il y a un certain naturalisme de sa métaphysique, donc négation de l'immortalité de l'âme, voilà, tendance à la sécularisation des fondements de l'État. L'État n'est pas légitimé par le sacré ou la mystique, bon, ça je l'ai déjà dit. Reconstruction de l'ordre politique grâce à la puissance de la raison humaine, c'est quand même pas rien. C'est grâce à la philosophie, grâce à la théorie politique qu'on va reconstruire l'ordre social, l'ordre politique face au désordre des guerres civiles qui nous montrent la condition humaine à l'état naturel. Donc il croit, même si c'est une anthropologie pessimiste, c'est une anthropologie pessimiste avec un moment d'optimisme qui est celui de la compréhension de son intérêt bien compris, et voilà. On signe le contrat social. Il y a une primauté des individus sur le tout. Alors ça marque une rupture à la fois avec les États totalitaires, comme on l'a vu, mais aussi avec les États féodaux et les conceptions médiévales, les conceptions organicistes précisément, celles qui verraient la société comme un corps, un grand tout hiérarchisé, avec le roi qui serait la tête, la chevalerie qui serait les mains, et je sais pas quoi qui serait la paysannerie, vous voyez. Bon. Tous ces modèles-là sont réfutés par Hobbes au nom de sa physique et de sa conception de la nature humaine. Donc on part des individus pour constituer la société, les individus font tenir la société, leur consentement soutient l'État, doctrine contractualiste. Tout ça, ce sont des traits modernes qu'on trouvera chez d'autres philosophes modernes de ces siècles XVIIe, XVIIIe. Alors, un élément qui est un peu technique, mais je vais quand même m'arrêter dessus parce que je trouve très intéressant. Chez Hobbes, ce qui peut l'amener à ce qu'on peut voir en lui de moderne, de nouveau finalement par rapport aux 1000 ans de Moyen-Âge qui ont précédé,
c'est qu'il faut pour lui arriver à un état où le règne de la loi va surpasser les dominations privées personnelles. Et donc, d'une certaine façon, Hobbes est un penseur de l'avènement de la liberté dans l'histoire à partir d'une situation antérieure de conflit. Hobbes, c'est celui qui veut que la domination sous les formes qu'elle avait auparavant. Alors là, je fais un peu une analyse marxienne de Hobbes, hein, je précise, parce que lui, il ne le dit pas dans des termes historiques comme ce que je suis en train de le faire, mais là, je vous l'historicise un petit peu. Hobbes correspond à un moment historique qui est l'affirmation des États souverains absolutistes au XVIIe siècle, et donc la fin définitive du Moyen-Âge. Hein. On se profile vers le siècle des Lumières et vers les périodes les plus éloignées des systèmes féodaux. C'est le moment où les dominations privées, celle du seigneur sur ses paysans, celle de l'évêque sur le coin, etc., vont céder la place au droit et à des institutions abstraites, des administrations, hein, l'État qui se met en place. Donc il est représentatif, même si lui n'en avait pas cette conscience-là historique, hein, c'est l'explication que j'en donne, il est représentatif du passage de l'État féodal à l'État moderne. Le contrat social, il engendre l'État et la société civile, et dans la société civile, l'individu dispose d'un temps privé dans lequel il est libre de faire ce qu'il veut, où il n'est plus sous la domination d'un individu, sous une domination personnelle. Il n'est plus sous la domination du seigneur ou du maître d'esclaves ou d'une personne qui contrôlerait entièrement son activité. Donc, le fait de passer à l'État, ça nous donne une certaine sphère de liberté puisqu'on n'est plus sous une contrainte personnelle et que l'État ne peut pas non plus nous contraindre tout le temps. Ça veut donc dire qu'on est plus libre au sens où on a une marge d'autonomie, une marge de temps voilà, non contraint, non dominé, qui est plus grande quand on a constitué l'État qu'avant de le constituer. Et ça c'est très fort parce que ça amène à l'idée qu'il y a un progrès dans l'histoire, un progrès vers la liberté grâce à la construction de l'État. C'est quelque chose qui me semble assez typique d'une pensée de modernisation justement. Dans l'état de nature, on ne peut pas jouir d'un temps de retraite et de plaisir privé dans sa sphère privée, parce qu'on est tout le temps sous la menace de mort d'un maître, ou d'autres hommes qui chercheraient à nous exploiter et nous dominer, dans le schéma de l'état de nature, justement, quand il n'y a pas de pouvoir commun constitué. Donc la création de l'État mène à un surplus de liberté pour l'individu, c'est pas le but de la doctrine de Hobbes, hein, c'est pas pour ça qu'il prône sa doctrine, mais c'est un effet d'une certaine façon de la constitution de l'État. On est plus libre quand l'État s'est constitué qu'avant. Je cite un passage du Léviathan de Hobbes. Dans tous les domaines d'activité que les hauts ont passés sous silence, les gens ont la liberté de faire ce que leur propre raison leur indique comme étant le plus profitable. Donc la liberté pour Hobbes, elle est définie en termes tout à fait modernes. Vous êtes libre quand vous suivez votre raison à vous, votre volonté à vous. Vous êtes autonome quand vous faites ce que vous avez choisi. Et pour Hobbes, c'est une exception, c'est-à-dire c'est une sorte de résidu. Hein, on fait ça quand voilà, l'État n'a rien dit. C'est pas le but de sa théorie de développer l'autonomie des individus, mais c'est l'effet de sa théorie. Et en ce sens-là, il y a une modernité, je trouve, de la pensée de Hobbes qui est remarquable, parce que c'est cette définition-là de la raison et de la liberté hein, qui va perdurer dans le mouvement des Lumières et chez tous les auteurs modernes jusqu'à nos jours. Donc, définition de la liberté comme poursuite de fins autonomes, déterminée par la raison du sujet. Hein, voilà, Kant ne dirait pas autre chose, la Révolution française, Rousseau ne dirait pas autre chose, vous voyez, c'est tout à fait une pensée moderne. Tac, 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 tac. Et on peut même, là j'avais gardé un petit tacle pour Kant, parce que j'en garde toujours un quelque part. Chez Hobbes, le sujet politique est l'auteur de la loi qui s'impose à lui, puisque c'est lui qui autorise le souverain à agir en son nom, pour lui. Alors certes, c'est une délégation définitive, tandis que chez les contractualistes ultérieurs, notamment Locke, ce ne sera pas une délégation définitive, parce qu'il y a des limites à ce que l'État peut faire. Mais voilà, le pouvoir vient des citoyens, vient des individus. Donc c'est une création de la société pour son bien, en fait, hein, l'État. Donc la liberté, c'est d'être à soi, d'être la source de ses propres actions. Voilà, on pouvait faire des liens avec Rousseau. Le contrat social crée à la fois l'ordre, la sécurité et la liberté. Et enfin, dernier élément, bon, je passe. Dernier élément qui fait que Hobbes a une dimension moderne, c'est plus sur le plan, pas tant, enfin un peu de la morale, mais aussi de l'économie politique. Comme Hobbes est un relativiste moral, ce qui n'est pas du tout la vision traditionnelle ouais, des
chrétien des classiques. Comme Hobbes est un relativiste moral et qu'en plus il ne demande pas à l'État de moraliser les individus ou de transformer d'une quelconque façon, soi-disant pour leur propre bien, et bien ça laisse une très grande marge de liberté dans la société civile, sous réserve que le pouvoir n'ait pas décidé qu'il fallait pas que les gens aient cette liberté. Mais potentiellement, la société civile, c'est-à-dire les interactions des individus particuliers entre eux, peuvent être très libres, et donc sa doctrine, sa pensée politique est aussi favorable à un phénomène qu'on constate dans les mêmes périodes, notamment principalement en Angleterre et en Hollande, hein, comme par hasard, qui est l'extension illimitée de l'économie de marché et la modernisation capitaliste. Il n'y a plus d'interdits religieux qui pourraient se transformer en loi, qui pourraient s'imposer à la loi, qui pourraient contraindre les comportements de consommation ou de vente. Hobbes, il s'en fiche de tout ça. Donc le salariat, c'est bon, l'import-export, sous réserve que ça ne nuise pas à la puissance publique nationale, enfin nationale, étatique en tout cas. Voilà, on peut commercer, on peut vendre, il n'y a pas de tabous moraux ou religieux qui pourraient s'imposer au comportement des individus. Donc, elle est moderne sa pensée au sens où elle rend possible le type d'économie qui va se développer dans la modernité, l'économie marchande, l'économie capitaliste. Voilà. Alors, ces différents éléments étant pensés, à ce stade-là, vous pourriez me dire, très bien, tu as bien démontré que même si Hobbes est un cas assez atypique, parce que c'est pas vraiment le champion de la pensée des Lumières, hein, c'est quand même un absolutiste, un penseur autoritaire, tu as quand même montré que c'était un penseur moderne, en quoi peut-on maintenant dire qu'il est de droite? Est-ce que c'est pas invraisemblable de dire d'une personne, d'un penseur politique ou d'une tendance de la pensée politique, que à la fois elle est moderne et à la fois elle est de droite? La droite n'est-elle pas le contraire de la modernité? Quelque chose comme ça. Eh bien, je vais essayer de vous prouver ou vous démontrer, à partir évidemment d'une certaine partie prise sur ce que j'entends par droite, mais je vous renvoie à la première partie de la vidéo où j'en ai déjà donné une définition générale. Maintenant, on va rentrer dans les cas particuliers ou les formes spécifiques. Je vais quand même vous montrer que Hobbes occupe une certaine place, je passe en page 24, dans le champ politique des droites, avec ce magnifique schéma de Sarah, voilà, que je bénis pour son travail. Donc Hobbes, si vous regardez un peu le schéma, je l'ai situé au centre en fait de mon arc de cercle qui représente l'espace politique des droites, depuis les droites les plus modérées tout à ma droite jusqu'aux extrêmes droites les plus radicales tout à ma gauche. En dessous de l'image, comme je vous l'avais dit, j'ai placé un certain nombre de doctrines politiques des époques antérieures, depuis l'Antiquité gréco-romaine jusqu'au Moyen-Âge et même à la fin du Moyen-Âge, avec les formes d'absolutisme qui sont encore religieuses, comme Bodin ou Bossuet dans le cas des Français. Et puis au-dessus, j'ai mis un espace que j'ai appelé zone de modernisation du conservatisme / transition vers les droites plus conciliantes avec la modernité. Hobbes, de mon point de vue, occupe un espace qui est intermédiaire entre les formes qui sont dans l'époque moderne, celles les plus à droite, les plus anti-modernes, et les formes de droite ou de centre-droit qui, dans l'époque moderne, sont les moins incompatibles ou les moins hostiles au monde moderne dans ces différents aspects dont je parlais un certain nombre d'entre eux dans la première partie de ma vidéo sur la présentation de ce que j'entends par modernité, et donc j'ai reparlé un petit peu juste au-dessus en vous donnant quelques items, quelques critères de ce que c'est qu'une pensée moderne ou une société moderne. Hobbes serait dans cette partie un peu intermédiaire, puisque le type de régime auquel il aspire, il est de droite. Alors, je vais préciser un peu après pourquoi il est quand même de droite, mais il est d'une droite absolutiste, c'est un homme du XVIIe siècle, un régime autoritaire, mais c'est un régime qui n'est pas traditionnel et qui n'est pas non plus perfectionniste, c'est-à-dire qui ne vise pas à imposer un certain modèle de comportement au niveau des mœurs, au niveau de la religion, au niveau des croyances morales des individus. L'important, c'est qu'ils obéissent au pouvoir, un pouvoir absolu. Alors, à quel type, je vais commencer par préciser à quel type de droite Hobbes n'appartient pas, et ensuite par élimination, on verra où est-ce qu'on peut le caser par élimination des autres options. Donc Hobbes, évidemment, n'appartient pas à une droite qui serait chrétienne ou personnaliste, c'est-à-dire le contraire de ce que j'appelais ici perfectionnisme, non perfectionniste plutôt. Il ne peut pas être d'une droite religieuse, vous voyez, type, je sais pas moi, conservatisme américain, qui chercherait à imposer des choses sur les mœurs, comment doivent vivre les gens, ça l'intéresse pas. De toute façon, le bien, ça n'est qu'un nom, hein, je vous renvoie à sa doctrine du bien qui relativise.
Donc c'est pas une droite perfectionniste, il n'y a pas de moralisme dans sa doctrine, la vertu des individus, c'est pas un but de l'État. Léo Strauss a parlé à son sujet d'un hédonisme politique. Il faut que les gens survivent, il faut que les gens aient un certain niveau de bien-être pour qu'ils se tapent pas dessus, et puis ça ira. Hein. Ça va pas plus loin. Sa position n'est pas une position de droite traditionnaliste, car on l'a vu dans sa doctrine, notamment dans sa pensée économique, il n'y a aucune hostilité de sa part à l'étatisme au nom des libertés traditionnelles ou des libertés des nobles, des villes, des corporations, de toutes ces institutions d'Ancien Régime qui avaient des privilèges, voire des attributions politiques, qui limitaient celles de l'État. Ça, ce serait la droite, si vous voulez, notamment maurassienne, mais même des trucs encore plus traditionnalistes, qui très méfiante vis-à-vis de l'État en tant qu'institution qui nivelle, qui limite les prérogatives des autorités traditionnelles, qui impose les mêmes droits à tous. Enfin, tout ça, c'est des tendances modernisatrices que n'aimerait pas une vraie droite traditionnaliste. Chez Hobbes, il n'y a pas de hiérarchie naturelle, donc là aussi, c'est pas vraiment compatible avec ce type-là de pensée politique. Il n'y a aucun particularisme. Hein. Hobbes n'est pas quelqu'un qui prône je ne sais pas, la variété des modèles de droit sur différents endroits selon leur spécificité régionale. C'est pas du tout une pensée de la décentralisation. Là encore, il y aura une opposition à faire avec les Maurassiens. Souvenez-vous de son influence qui est le droit romain. Le droit romain, il s'applique partout parce que c'est le droit voilà, de l'empire universel. Donc Hobbes est un esprit géométrique, rationaliste et universaliste, dans un sens où c'est les mêmes lois qui vont s'appliquer partout. Voilà, le régime décrit dans le Léviathan pourrait être appliqué n'importe où. D'ailleurs, il écrit à destination, évidemment, de ses protecteurs en Angleterre, et il pense à l'Angleterre quand il veut réformer, mais potentiellement, ce ne serait pas contre sa pensée d'appliquer son régime ailleurs. C'est pas un régime qui se... Il n'y a pas une pensée politique qui consisterait à dire à chaque peuple, à chaque époque, son régime à lui. C'est pas une pensée particulariste. Donc tout ça, ce sont des traits qui sont évidemment incompatibles hein, avec une droite traditionnaliste. Vous voyez la partie du spectre que j'ai associée à ces tendances-là. Joseph de Maistre, Bonald, les contre-révolutionnaires, les Maurassiens, voilà, tous ceux qui aspirent à revenir à des sociétés d'ancien régime, ça n'a pas grand-chose à voir avec Hobbes. D'ailleurs, sans surprise, ils ne s'en réclament pas. C'est bien logique. On peut pas non plus associer Hobbes à une droite nationaliste, tout simplement parce qu'à son époque, le XVIIe siècle, on peut difficilement parler d'une nation anglaise. D'ailleurs, encore de nos jours, ça pourrait être un sujet de débat, mais certainement qu'au XVIIe siècle, on ne peut pas parler d'une nation anglaise. Les gens ne se pensent pas comme tels, et puis en plus, l'Angleterre, enfin, il n'y a pas de Royaume-Uni, ou en tout cas, il y a un Royaume-Uni qui vient de se constituer, mais qui est surtout un royaume d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Il n'y a pas d'unité linguistique, etc. Donc, jamais il ne va parler de nation, d'identité nationale, de cohésion culturelle de la nation, c'est pas des préoccupations qu'il peut penser, ça correspond pas à son contexte historique. C'est pas non plus la droite telle que serait Hobbes, une droite populiste, parce que le peuple ne doit pas agir politiquement une fois le gouvernement, enfin une fois le représentant souverain établi. Il n'y a pas à lever les masses populaires contre les élites corrompues voilà, qui seraient dégénérées ou qui seraient je sais pas quoi. Le peuple, faut qu'il se tienne tranquille et qu'il comprenne, comme les autres, enfin comme les nobles, comme toutes les couches sociales, hein, que il faut obéir au souverain, point. Donc voilà. Et ce n'est pas non plus, et ça le différencie très fortement de certaines tendances de l'extrême droite moderne, notamment du XXe siècle, on a parlé déjà de la différence avec le nazisme. La droite telle que la représenterait Hobbes n'est pas du tout une extrême droite racialiste, que ce soit dans ses formes étatiques de type fasciste, ou que ce soit dans ses formes identitaires et communautaristes, du style les identitaires survivalistes à la Overton, voilà, qui veulent être des petites communautés homogènes ethniquement, ça n'intéresse pas du tout Hobbes, il n'y a pas de pensée de la race chez lui, c'est un universaliste, et c'est pas quelqu'un qui voudrait contester l'État pour faire des petites communautés, au contraire, il veut vivre dans un État moderne avec les avantages de la civilisation. J'ai d'ailleurs risqué à ce sujet une petite provocation pour qualifier Hobbes. On pourrait dire que c'est quand même un petit peu un petit bourgeois, 68ard, ultra autoritaire. C'est-à-dire quelqu'un qui veut profiter de son confort privé sous la coupe d'un État autoritaire et implacable, quoi. Donc c'est pas du tout ni une exaltation agressive de type extrême droite, ni un repli sur soi dans une petite échelle communautaire. Voilà. Ça ne l'intéresserait pas. On pourrait résumer sa pensée, enfin je propose une formule pour essayer de synthétiser cet aspect-là de sa pensée. Pour Hobbes,
tout est permis aussi longtemps que le gouvernement le juge compatible avec l'ordre public, mais rien de ce qu'il est interdit n'est critiquable. Donc la première partie est, voilà, est très peu compatible avec la plupart des courants de droite qui seraient assez moralistes et qui ne voudraient pas un État qui se limite à faire de l'ordre public, qui voudrait plus que ça. Et puis la deuxième partie, au contraire, est très anti-libérale et anti-moderne parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression ou de contestation possible. C'est aussi ça qui fait qu'il est quand même marqué à droite de mon point de vue. Alors, qu'est-ce qui peut justifier que Hobbes soit décrit comme de droite? Et j'en arrive à la conclusion de ma démonstration. Car je pense quand même que c'est pas tout à fait une simple provocation d'essayer de le classer dans cette partie-là du spectre politique. Et je vais essayer de ne pas trop dépasser du temps qui m'était imparti, il nous reste 3 pages. Oui, ce qui fait que Hobbes pourrait être décrit comme un conservateur, mais d'une variante, j'espère que vous l'avez bien compris, non traditionnelle, non réactionnaire, c'est que pour lui, la liberté n'est pas une valeur. Et ça, c'est vraiment un élément qui me semble en rupture avec les tendances de la modernité, que ce soit les tendances du libéralisme ou de la gauche non extrémiste. La liberté pour lui n'est pas une valeur, il n'y a rien de raisonnable pour Hobbes dans le fait de mettre la liberté au-dessus de sa propre vie. Mourir pour la liberté, ça semble assez déconcertant dans son système. La soumission au souverain implique un primat de l'autorité et de la sécurité sur la liberté, donc plutôt un vocabulaire ou des thèmes de droite, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre dans un certain nombre de courants de pensée de droite. Il y a aussi un autre trait qui le démarque assez nettement des modernes, c'est qu'il est très indifférent à la question de l'égalité de droits civils. Donc il ne va pas prôner spécialement une distribution élitiste des postes et des pouvoirs dans la société, mais si le souverain le fait, ça ne lui pose aucun problème. C'est là où on voit qu'il n'est pas compatible avec une pensée libérale, ou a fortiori une pensée plus égalitaire que la pensée libérale. Hobbes n'est pas de gauche, évidemment. Donc pas d'égalité des droits garantis. On peut organiser la société comme le pouvoir en place le juge bon. Potentiellement, si l'État veut créer des castes, des hiérarchies, parce qu'il estime que c'est intéressant, que ça peut stimuler voilà, le bon comportement des citoyens, il peut tout à fait le faire. On pourrait sur ce point faire un rapprochement entre Hobbes et la création de la noblesse d'empire chez Napoléon, qui est une noblesse qui se veut, alors, qui répond à des considérations d'intérêt, mais aussi certaines promotions méritocratiques. Voilà, on va essayer d'avoir des élites qui seront utiles à l'État. Ça ne dérangerait pas Hobbes, par exemple. Donc la liberté, c'est au mieux une sorte de bénéfice accidentel de la création de l'État, mais c'est pas son but. Donc comme c'est pas une valeur en soi, je trouve que ça classe quand même Hobbes assez nettement à droite et pas au centre ou à gauche. Dans le domaine de la politique étrangère, même s'il ne prône pas la guerre, ou voilà, il n'y a pas de doctrine impérialiste, il y a quand même une certaine ambition d'avoir une suprématie militaire internationale. Hein. On est quand même dans le contexte du mercantilisme et du développement des États-nations. Les États entre eux sont dans un système d'état de nature, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de contrat à l'échelle du monde qui ferait la même chose pour le monde que ce que l'État fait pour les particuliers. Donc les États sont naturellement dans un état d'hostilité ou de méfiance, en tout cas les uns vis-à-vis des autres. Aucun pouvoir supérieur ne peut les contraindre. Donc l'État pour Hobbes doit être puissant, enfin voilà, régalien dans toute sa plénitude de sa puissance pour s'assurer la sécurité, voire la domination sur autrui. Ça ne le dérange pas du moment que c'est tourné vers l'extérieur. Tata, je passe un peu. Ces différents traits pourraient permettre éventuellement, si on essaie anachroniquement de situer Hobbes parmi des tendances de droite qui sont apparues plus tard, on pourrait éventuellement le voir comme un précurseur d'une droite autoritaire, colonialiste et bourgeoise, dans le style par exemple du colonialisme allemand de l'époque du Deuxième Reich, ou dans le style du poujadisme français des années 50, au sens où il y a l'idée que si on va coloniser les autres pour les piller, gagner de l'argent et être puissant, c'est pas, rien ne l'interdit, pourquoi pas. Enfin, voilà. Donc une doctrine de la raison d'État, mais avec un certain fond un peu rapace quand même. Dans cet esprit-là, Hannah Arendt qualifie Hobbes de seul grand philosophe que la bourgeoisie puisse revendiquer à juste titre comme exclusivement sien. Donc ce serait l'esprit de la bourgeoisie à l'état pur, c'est-à-dire sans aucune considération de droits de l'homme qui viendrait un petit peu adoucir la domination de cette classe avide.
Alors, il me semble qu'on pourrait rapprocher Hobbes d'une tradition poétique française qui serait le bonapartisme. Si on devait absolument essayer de trouver une transposition la plupart de ces idées dans un courant poétique de l'histoire française, c'est là où je l'ai situé sur l'axe, hein, ce qui serait le moins éloigné, ce qui ressemble le plus, je trouve, ce serait le bonapartisme. Pourquoi? Parce que cette idée qu'on peut aller faire la guerre chez les autres pour les piller n'est pas absente, hein, de la pensée de Bonaparte, hein. Là, je vous ai mis sa proclamation à l'armée d'Italie de 1796, où il nous dit qu'il faut aller en Italie, car soldats, vous êtes nus, mal vêtus, mal nourris, je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde, de riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir, vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Donc l'idée d'aller piller les Italiens n'est pas du tout un problème, hein. De toute façon, ils ne sont pas sous l'État, ils n'ont pas signé le contrat social avec eux, donc voilà. Ça ne dérangerait pas Hobbes, voilà, de tourner l'agressivité des individus vers l'extérieur d'une certaine façon. C'est là où on ne peut pas la rapprocher du tout d'une pensée libérale, qui est quand même un universalisme moral et politique, hein. Pour un libéral, tous les humains ont des droits fondamentaux, on ne peut pas les tuer comme ça. Hobbes, ça ne le dérangerait pas, et Napoléon, probablement pas davantage. Après, j'ai mis certaines considérations sur en quoi le bonapartisme a pu être la couverture politique de la bourgeoisie française en son temps, mais bon, je vais pas insister plus que là, je vais m'en arrêter là. J'espère que cette conférence vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura convaincu. Si ce n'est pas le cas, je serai ravi d'en débattre avec vous. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur la pensée politique d'un philosophe important pour l'histoire des idées politiques. Et puis, j'attends vos questions.